Hello les filles, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine depuis, mercredi dernier. En tout cas, je suis extrêmement contente de vous retrouver ici pour notre rendez-vous hebdomadaire. Parlons relations. Compliqué. Aujourd'hui, ce soir, on parle préparation au mariage. On va ensemble voir, en tout cas, je vais partager avec vous 8 habitudes, attitudes et traits de caractère qui vous permettront, en tout cas, de pouvoir réussir votre temps de préparation. Votre temps de préparation au mariage. Avant, je vais prendre le temps de me présenter pour celles qui ne me connaissent pas ou celles qui se connectent pour la première fois. Bonsoir à vous les filles, ravie de vous retrouver dans notre rendez-vous hebdomadaire Parlons Relations. C'est un rendez-vous 100% femmes, un rendez-vous, j'ai envie de dire, dans cette cozy place sur Internet où on parle relations, on parle mariage, on parle amour, love, tutti quanti, tout ce qui est en tout cas en relation avec le mariage. Et ce que je fais, c'est partager mes astuces, en tout cas, partager tout ce que je sais, partager mon expérience avec vous, partager mes astuces, partager aussi un peu parfois, oui, de ce que je partage avec mes clientes au quotidien pour vous aider à avoir des relations plus simples, pour vous aider à réussir surtout vos relations et bien sûr pour vous aider à avoir un mariage heureux quand l'heure du mariage se présentera devant vous. Alors, si c'est la première fois que tu te connectes sur cette plateforme, tu m'entendras aussi certainement parfois parler de ma foi, parler peut-être de certains versets, parler de Dieu, en tout cas parce que je base ce que je dis sur les principes divins et j'y intègre aussi, en tout cas, la psychologie pour qu'on ait, j'ai envie de dire, le côté très spirituel de la relation, du mariage. C'est important, ok, parce que c'est Dieu qui a institué le mariage et donc c'est important d'avoir cette dimension spirituelle, de revenir au final à l'instigateur du mariage pour comprendre comment fonctionne le mariage, comment on peut en pratique avoir un mariage de qualité. En tout cas, moi, c'est le cas. Je vais fêter mes 16 ans de mariage cette année avec mon mari et on a un mariage de qualité par la grâce de Dieu. Ok. Donc, je vais vous partager pas mal de choses que j'ai expérimentées moi-même. Aujourd'hui, en tout cas, on va essayer d'être pratico-pratique. Ok. Vous montrer comment vous pouvez réussir vos relations. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est OK que vous soyez en mode préparation, peut-être sans forcément de prétendant, que vous soyez en relation, c'est bon aussi. Et même si vous êtes marié, ça vous concerne aussi, vous pouvez écouter. Et j'aurai une petite surprise pour vous à la fin de ce live. Je vais quand même prendre le temps de me présenter, enfin de continuer à me présenter. Moi, je suis entrepreneur du mariage, pardon, depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Je crée pour mes clients des mariages d'exception et je suis également coach et mentor en transformation à l'école de la transformation. Et ce qu'on fait à l'école de la transformation, c'est deux choses. Premièrement, accompagner les femmes célibataires modernes dans leur parcours de transformation et de préparation afin de manifester le mariage, la relation qu'elles souhaitent, auquel elles aspirent et surtout auquel qu'elles méritent, auquel elles ont droit. Ok. Et la deuxième chose, c'est que nous accompagnons aussi les femmes mariées à traverser les différentes saisons de leur relation, de leur mariage, afin de restaurer, maintenir, entretenir et savourer les fruits du bonheur conjugal année après année, tout en restant épanouies dans leur vie de femme. Donc, ce que vous devez aussi savoir sur moi, c'est que je suis une femme de foi. Je suis passionnée de situations qui semblent impossibles et j'aime briser les limitations qui empêchent les femmes d'atteindre leur objectif. Ok. Et aujourd'hui, je vais juste vous parler un peu de ce qui m'amène aujourd'hui, de pourquoi j'ai décidé de, j'ai j'ai envie de dire pourquoi j'ai eu l'inspiration de poser ça aujourd'hui. J'avoue que je voulais parler de la foi et je me suis dit: «OK, non, attends, il y a un sujet qui monte dans mon cœur» et l'une des choses, en fait, que j'entends ou l'une des choses centrales de mes échanges avec certaines personnes, c'est de leur dire que, quoi qu'il en soit, l'amour ne suffit jamais et n'a jamais suffi à amener une relation jusqu'au mariage, mais la sagesse le
2, OK? Mon objectif ce soir, c'est, de partager avec vous plus de sagesse, en tout cas de partager avec vous la sagesse que par la grâce de Dieu, j'ai pu acquérir, ces au cours de ces dernières années, pour vous permettre aussi de manifester plus de sagesse dans vos relations et surtout de vous montrer qu'en développant certaines habitudes, certaines attitudes et certains traits de caractère, vous allez pouvoir réussir votre préparation de mariage et surtout réussir à amener votre relation jusqu'au mariage, OK? Hein, OK. Habitude numéro 1, développer une communication efficace. Vous devez apprendre à communiquer de manière efficace si vous voulez réussir à amener votre relation ou à réussir votre préparation, au mariage. Ça veut dire que toutes toutes les communications que nous avons ne sont pas forcément efficaces, OK? Une communication efficace, c'est notamment une communication qui, au final, arrive à atteindre le but pour laquelle vous choisissez de communiquer. Avoir une communication efficace, c'est quoi dans notre cadre d'aujourd'hui? C'est parvenir à partager ce qu'il y a dans votre cœur, dans votre esprit, sans malentendu, sans drame. C'est être là, vraiment là, être présent dans la relation pour chaque mot, pour chaque silence, pour chaque soupir. C'est être consciente de ce que vous dites avec le langage verbal et de ce que vous dites avec le langage non verbal. Et donc, c'est aussi être consciente de ce que l'autre dit avec le langage verbal et de ce que l'autre dit avec le langage non verbal. Quand vous imaginez un peu la relation comme une maison, on va dire que la communication est l'un des piliers principaux de la relation. Les recherches sont unanimes. Les couples qui maîtrisent l'art de la communication sont ceux qui durent et sont ceux qui s'épanouissent au fur et à mesure des années. Donc, tu dois être prête à faire de la communication ta priorité pour voir la différence dans tes relations. Ce que je partage avec vous aujourd'hui, c'est vrai, que ce soit pour les relations amicales, les relations, au travail, les relations entre collègues, les relations, je sais pas, dans la famille et les relations le chéri, OK? Je vais spotter beaucoup plus les relations amoureuses parce qu'on parle préparation de mariage, mais ce qu'on va voir ce soir, vous pouvez l'appliquer dans différentes situations, OK? J'espère que c'est bon pour vous. J'espère que c'est bon pour vous. Donc, ce que je disais, c'est que les recherches ont prouvé que les couples qui maîtrisent l'art de la communication sont ceux qui durent, sont ceux qui s'épanouissent. Donc, vous devez faire de la communication une priorité absolue si vous voulez réussir votre préparation au mariage. OK? Donc, quand on jette, on en a parlé tout à l'heure, quand on jette un coup d'œil aux chiffres du divorce, en tout cas en France, ce que beaucoup de couples ont en commun, notamment quand on va dans le détail, c'est que les couples qui divorcent, la majorité des couples qui divorcent, en tout cas, ont une communication qui laisse à désirer. OK? Je suis tombée sur pas mal d'études de cas qui m'ont vraiment interpellée. Et lorsque j'ai lu, j'ai regardé, j'ai analysé les couples qui étaient au bord du gouffre et qui ne se comprenaient plus, qui ne s'écoutaient plus, sont la majorité des couples qui finissent par divorcer. Mais lorsqu'ils ont appris, en tout cas lorsqu'on prend un couple et qu'on travaille avec lui et qu'on apprend, j'ai envie de dire, à reconstruire la communication et surtout qu'on leur apprend, qu'on les accompagne dans une communication efficace, qu'on les accompagne à vraiment se parler, à vraiment s'écouter, s'entendre, les choses changent. Et la plupart de ces couples-là arrivent à retrouver le lien qui les unissait au début. Je vous assure, c'est juste magique, enfin, magique. J'ai envie de dire non, c'est juste divin ce qui peut se parler, ce qui peut se passer quand on travaille juste à rétablir le lien de la communication entre 2 personnes, OK? Maintenant, tu peux te poser la question, de te dire: «OK, super, j'ai compris que la priorité, c'est la communication efficace, mais comment je fais pour devenir une pro de la communication?» Parce que souvent, quand je parle, il y a des malentendus. OK, il faut déjà que tu spottes, que tu sois consciente que la communication, c'est comme un muscle qui se travaille et l'une des premières choses que tu dois faire d'abord, c'est apprendre à écouter et quand je dis écouter, c'est écouter pour de vrai.
C'est pas écouter en pensant déjà à ce que tu vas répondre pendant que l'autre parle. Non, c'est pas ça. C'est apprendre à te mettre à la place de ton partenaire, apprendre à te mettre à la place de l'autre et essayer de ressentir ce qu'il ressent. Ça, c'est la première chose pour apprendre à communiquer de manière efficace et à devenir une pro de la communication dans le couple. Et quand tu parles avec la personne, tu dois être authentique, transparente. Tu dois parler avec le cœur. Quand tu t'exprimes, pas d'accusation, pas de critique qui tue l'ambiance. Tu parles en exprimant le je, tu exprimes donc ce que tu ressens. Voilà ce que je ressens. Je me sens mal à l'aise, je me sens ceci, je me sens cela. Tu utilises le je, s'il te plaît, et tu exprimes avec le je ce dont tu as besoin. Et quand ça chauffe, quand tu sens que la dispute, le conflit commence un peu à monter en gamme, tu prends du recul, hein, tu respires. Un, tu respires et tu te rappelles surtout l'objectif pour lequel tu as commencé à communiquer. Tu te rappelles que il s'agit ici de résoudre un problème et non pas de gagner une bataille, ok? Et si, encore une fois, tu sens que c'est trop dur, et ça, tu peux l'exercer vraiment dans toutes tes conversations. Si tu n'as pas encore de chéri, tu peux l'exercer dans toutes tes relations. Et si tu sens que tu as un pattern, un schéma qui revient dans ta manière de conduire les relations, dans ta manière même de gérer les désaccords et les conflits, eh ben, ce que tu fais, c'est que tu te fais aider. Tu te fais aider et tu apprends à développer beaucoup plus d'intelligence émotionnelle, beaucoup plus, tu apprends à mieux parler, à mieux communiquer pour que ta communication, pardon, soit efficace. Ça, c'était mon premier point. En tout cas, mon deuxième point, qui est essentiel, ma deuxième habitude, attitude ou trait de caractère que tu dois développer pendant ton temps de préparation, c'est apprendre à bâtir des relations de confiance. Parce que la confiance, c'est le fondement de la sécurité relationnelle. Ça veut dire que, un, tu dois devenir une personne de confiance et deux, tu dois apprendre ou réapprendre à faire confiance. Ok, je parlais avec une de mes clientes la dernière fois et elle m'expliquait par exemple que elle est en train de fréquenter un homme et elle m'expliquait par exemple que cet homme a été déçu, a eu un challenge en tout cas au niveau de la conscience avec son ex petite amie euh, et il a subi l'infidélité de l'ex petite amie, ok? Et donc quand on discutait, on échangeait et tout, la chose qui me paraissait tellement claire, c'est que c'est un homme qui a du mal à faire confiance et qui a donc besoin de ressentir une sécurité dans la relation, ok? Une sécurité dans la relation. Et souvent, nous aussi, nous sommes des femmes qui sommes parfois, selon nos vécus, selon notre expérience, en demande constante de sécurité, ok? Maintenant, pour résoudre cela et pour pouvoir, j'ai envie de dire, être comme en sécurité dans la relation, nous devons être, j'ai envie de dire, des personnes qui sèment la confiance. Donc, nous devons apprendre à devenir des personnes de confiance et de la bonne manière. Et deuxièmement, apprendre aussi à faire confiance. Ne pas être toujours dans le doute vis-à-vis des gens, mais juste accepter de donner votre confiance. Maintenant, bien sûr, on ne va pas accepter de la donner comme ça, mais il faut être quand même, j'ai envie de dire, consciente que que la confiance, c'est un sentiment profond de sécurité qui se construit avec le temps et à travers des actions, des paroles et des preuves. Donc, bien sûr, vous n'allez pas accorder votre confiance comme ça. Mais les filles, au fur et à mesure que vous passez du temps, que vous voyez les paroles, que vous entendez les paroles, vous voyez des actions, ne soyez pas toujours dans le doute, à vous dire que oui, s'il fait ça, c'est parce qu'il attend quelque chose de moi. Non, peut-être que s'il fait ça, c'est juste parce qu'il est comme ça et que c'est une personne de confiance et que vous devez apprendre à faire confiance. Les experts, tous les experts vous le diront tous, et moi y compris, la confiance, ça vient de la cohérence et de la congruence. Ça veut dire que c'est tout simplement quand
Ce que nous disons ou ce que la personne dit, ce que nous faisons et ce que nous pensons alignés, sont alignés. En psychologie, on dit que la confiance se nourrit de la constance et la vérité avec la constance, c'est que tu ne peux pas la tricher. Vous connaissez cet adage qui dit: «Chasser le naturel, il revient au galop». Quoi qu'il en soit, quelqu'un hem, qui feint ce qu'il dit, qui feint dans son caractère, dans ses attitudes, quelqu'un dont les pensées ne sont pas alignées ni avec ce qu'il fait, ni avec ce qu'il dit, je vous assure, ça finira par réapparaître. Parce que la constance ou le manque de constance, justement, va vous permettre et va vous permettre de détecter celui à qui il ne fait pas faire confiance. Et si vous aussi, vous manquez de constance et de congruence et de cohérence, vous devez apprendre maintenant à devenir une personne authentique, une personne cohérente, une personne qui marche dans la congruence, OK? Vous pouvez pas tricher de toute façon avec ça. Les études notamment ont démontré que la confiance est multidimensionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une manière générale, pour dire qu'il y a enfin, ça veut dire que d'une manière générale, la confiance repose sur 3 éléments essentiels: l'intégrité, donc ce que vous dites, la bienveillance, le fait de vouloir le meilleur pour l'autre et la compétence, le fait de pouvoir tenir vos promesses. Et ça, c'est un trio gagnant. Quand vous détectez l'intégrité, la bienveillance et la compétence, les filles, c'est un trio gagnant. Mais ça veut dire que vous-même, vous devez aussi être intègre, cultiver la bienveillance et cultiver votre capacité à tenir vos promesses. OK? Maintenant, lorsqu'on regarde dans les faits, les données sur la confiance et la longévité des relations sont aussi claires. Les couples qui ont confiance l'un envers l'autre, c'est comme s'ils avaient trouvé ce qu'on appelle le saint graal de la relation durable. OK? Ils peuvent naviguer à travers les saisons de leur mariage, de leur relation, avec une assurance que les autres couples n'ont pas, je vous assure. Pour avoir suivi plusieurs couples, je vous assure que la confiance permet, j'ai envie de dire, de déplacer des montagnes. C'est un peu comme la foi, ça permet de déplacer des montagnes. OK, peut-être que là, tu m'écoutes, tu me dis: «OK, super, on a compris que la confiance est importante et la confiance prédit la satisfaction relationnelle. C'est logique, super. Mais quand la confiance est brisée, comment on fait?» Peut-être ça t'est déjà arrivé d'être avec quelqu'un, d'avoir peut-être brisé la confiance, peut-être que ça a été toi qui as brisé la confiance ou que peut-être tu as subi et du coup tu as décidé de retirer ta confiance. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la manière dont la confiance est brisée, j'ai envie de te dire qu'il est possible de reconstruire la confiance, même dans une relation. OK? Tu es en relation avec quelqu'un, quelque chose s'est passé, la confiance s'est brisée, on peut restaurer la confiance. Ça demande du travail, ça demande d'abord de choisir de restaurer la confiance. Sans ça là, tu vas travailler, tu ne vas pas voir les fruits parce que tu n'as pas décidé. Vraiment, il faut être intentionnel. Quand tu veux reconstruire la confiance, restaurer une confiance qui a été brisée, qui a été cassée, quelle que soit la raison, tu dois être intentionnel. Décider que tu vas travailler à la restauration de la confiance. Ça demande du travail, ça demande de la patience et ça demande un engagement sans faille de ta part. Maintenant, comment faire? La première chose, c'est l'honnêteté, OK? Quand la confiance a été brisée, la première des choses, c'est d'être honnête, de poser carte sur table. Pas de mensonge, pas de demi-vérité. Tu te montres digne de confiance, tu montres que tu as appris des erreurs, que ce soit toi ou que ce soit l'autre, hein. Vous devez être honnête l'un envers l'autre. Montrer que vous voulez avancer ou continuer d'avancer ensemble, que celui qui a fait l'erreur, a appris de ses erreurs, qu'il veut se montrer digne de confiance et inversement que toi aussi tu veux reconstruire la confiance. Ça veut dire que tu dois te mettre en mode transparence totale. Pas de demi-vérité, pas de: «Ouais, mais si je lui dis ça, il va» non, 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 non. En mode transparence totale, OK? C'est littéralement comme si tu avais ouvert les portes, comme si tu ouvrais les portes de ton cœur, les portes de ton âme et tu te confies, OK?
Ensuite, tu dois être régulière, ou en tout cas, tu dois spotter la régularité dans les petites actions de confiance. Parce que la vérité, et c'est aussi ce que la recherche confirme, c'est que c'est la répétition des actions positives qui restaure la confiance. C'est un peu comme un compte en banque où tu fais des dépôts réguliers de fiabilité et d'intégrité. OK? C'est un peu ça. Donc, c'est un, si toi tu es la tenancière du compte, c'est quelque chose que tu dois spotter, OK? Qui doit aussi te conforter dans: «OK, j'ai décidé d'accorder ma confiance et donc j'ai décidé de remarquer, de faire attention, d'être attentive à toutes ces actions positives qui restaurent la confiance». C'est pas à chaque fois que la personne pose un acte: «Ouais, mais non, mais il fait ça parce qu'il fait» non, 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 non. Tu as décidé d'être intentionnel à restaurer la confiance, donc tu détectes, tu discernes et j'ai envie de dire, tu célèbres aussi les actions positives qui restaurent la confiance. OK? Et troisième point très important, tu restes patiente. Tu restes patiente. Tu es comme, j'ai envie de dire, dans une espèce d'expectative, OK? Et tu dois rester patiente parce que forcément la confiance, ça repousse pas du jour au lendemain, mais c'est que chaque jour, un pas de plus vers une relation solide et épanouie. OK? Chaque jour, c'est un pas de plus, une journée de plus gagnée vers la restauration de la confiance. OK? Après, au-delà, des 3 éléments essentiels, intégrité, bienveillance et compétences qui sont le socle de la confiance, on peut dénoter d'autres éléments autant importants. Ils sont pas vraiment secondaires, mais ils viennent vraiment complémenter l'intégrité, la bienveillance et la confiance, OK? C'est notamment la prévisibilité. Je vais essayer d'aller vite parce que le temps est déjà, waouh, avancé. C'est notamment la prévisibilité, cela concerne la capacité à anticiper les actions de l'autre en fonction de ses comportements passés, OK? La vulnérabilité, l'ouverture, je passe sur la vulnérabilité parce qu'on en parle tellement souvent. L'ouverture, c'est vraiment, la volonté de partager tes pensées, tes sentiments intimes avec l'autre, sachant qu'ils sont reçus avec soutien et sans jugement. La fidélité, c'est l'assurance que l'autre restera loyal et engagé dans la relation malgré les défis ou les tentations extérieures, n'est-ce pas? C'est aussi la réactivité, c'est la capacité de l'autre à répondre de manière appropriée à nos besoins ou tes besoins. Ça marche pour vous tout comme l'autre, OK? Donc prenez ça dans les 2 sens. Donc ta capacité à répondre aux besoins de l'autre et à ses préoccupations, la consistance, on en a parlé plus ou moins tout à l'heure, être cohérent dans les actions et dans le comportement au fil du temps, OK? Il y a la réciprocité. OK, c'est super important. C'est vraiment, juste comme je donne, tu donnes, je reçois, tu reçois. OK? Il y a un échange mutuel et équitable dans la relation. Il y en a pas un qui donne plus ou un qui a l'impression que oui, mais moi j'aime plus, lui il m'aime plus ou peu importe. Non. On parle de réciprocité, d'échange et d'équilibre de manière équitable. La fiabilité, et on va en parler tout à l'heure, la capacité à compter sur l'autre pour qu'il tienne ses promesses et remplisse ses engagements. OK. Ça, c'était le deuxième point, la deuxième habitude, le deuxième trait de caractère à développer pour réussir la préparation au mariage. Le troisième point qui est super important, c'est apprendre à être à l'écoute de l'autre, à l'accepter et à l'apprécier pour qui il est vraiment, OK? C'est quand vous êtes, par exemple, en couple, ne pas penser à vouloir changer l'autre, à vouloir l'améliorer comme si au final on se sentait un peu meilleur que lui et comme si notre vision des choses était la meilleure. Ça, quand c'est ça, c'est qu'il y a pas de respect. Parce qu'apprendre à écouter l'autre, à l'accepter et à l'apprécier pour ce qu'il est, c'est tout simplement la question du respect mutuel, OK? Et c'est la troisième attitude, la troisième habitude, le troisième trait de caractère que vous devez développer. Il faut juste comprendre que le couple qui est prêt pour le mariage, c'est 2 personnes qui sont entières, OK? 2 personnes qui sont complètes, qui forment un ensemble unique lorsqu'elles se mettent ensemble. C'est pas forcément
Et je me souviens, ma mère me disait tout le temps ça, même à quelques jours du mariage, elle me disait: «Est-ce que tu es vraiment sûre? Parce que si tu rentres avec les pensées de changer la personne, tout ça, na en pensant même que le mariage va changer la personne que tu es prête à épouser, ne dis pas oui. Ne dis pas oui, OK?» Et ça, c'est juste comme manifester du respect envers l'autre personne. Le respect mutuel, clairement, c'est ce qui construit la relation quand il y est, ou ce qui brise la relation quand il n'y a pas de respect ou quand le respect est parti. Le respect, c'est quoi? On va dire que c'est comme ce sentiment profond qui te dit que tu es vu, tu es entendu et apprécié pour qui tu es vraiment. OK, c'est super important. Tu es vu, tu es entendu et apprécié pour qui tu es vraiment. Ça veut dire que tu ne portes pas de masque et tu es à l'aise d'être toi-même dans cette relation. OK? Et quand je te parle de respect, c'est pas uniquement une forme d'idée dans la tête: «Oui, j'ai envie d'être respecté». Je te parle notamment de ces regards qui valorisent. Tu dois pouvoir les donner et les recevoir, OK? De ces regards qui valorisent, de ces paroles qui ne rabaissent jamais et de l'attitude qui dit: «Tu es assez. Je ne veux pas te changer. Je ne veux pas t'améliorer. Je ne veux» ça veut pas dire tu es parfait, mais ça veut dire que tu es assez. C'est comme juste le fait de reconnaître la valeur de ton partenaire, ses besoins, ses désirs, ses rêves et de reconnaître qu'ils sont tout aussi importants que les tiennes, OK? Les dimensions essentielles du respect, c'est l'écoute attentive, la reconnaissance de l'autre, la valorisation des différences, l'équilibre dans la prise de décision et l'encouragement mutuel. OK? Ça, c'est vraiment comme les habitudes à développer pour se sentir respecté et aussi donner du respect à l'autre. L'écoute attentive, la reconnaissance de l'autre, la valorisation des différences, l'équilibre dans la prise de décision et l'encouragement mutuel. OK? Super important. Si tu sais que ton challenge, par exemple, c'est respecter, fais ces 3 choses, ces 5 choses. Apprends à développer ces habitudes-là, OK? Les études ont démontré que quand les partenaires se sentent respectés, ils sont plus heureux, plus engagés et plus résilients face aux tempêtes de la vie. C'est simple, si tu te sens respecté, tu te sens comprise, tu te sens soutenue et quand ça va dans les 2 sens, il y a comme un cercle vertueux qui se crée, pardon, et qui renforce votre lien. Et les couples qui s'enracinent dans le respect mutuel ont cette capacité à voir au-delà des imperfections. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'est pas parfait, mais tu es assez. Et ils choisissent de se concentrer sur les forces des partenaires et ça change tout. OK? On célèbre les forces. Bien sûr, on veut toujours ajouter la valeur à quelqu'un dans ses faiblesses, mais ça ne veut pas dire qu'on veut le changer. Maintenant, la question c'est: «OK, super Patricia ce que tu dis, mais comment faire pour que le respect devienne la norme dans notre relation?» Je vais te donner une stratégie soutenue par les études, OK? C'est pas des suppositions, c'est juste comme, après avoir analysé les études, voici quelle stratégie tu peux mettre en place. Donc la première chose, c'est que tu commences par pratiquer l'autorespect. Tu montres par ton comportement comment tu veux être traité, comment tu veux être aimé, comment tu veux être apprécié et ça, c'est la base. Deuxièmement, tu pratiques l'écoute active, OK? Tu mets de côté tes jugements, tu écoutes. Quand la personne te parle, tu l'écoutes vraiment. Ton téléphone là, quel que soit ce que tu regardais, tu le mets ailleurs, ton corps, tout. Tu es centré, tu es focalisé et tu écoutes vraiment. Tu accueilles les mots de ton partenaire comme un cadeau, même si ce n'est pas toujours ce que tu veux entendre, OK? Troisièmement, tu exprimes ta gratitude. Remercier ton chéri, pas juste pour ce qu'il a fait, mais pour qui il est. Tu vois? C'est un peu la même chose avec le Seigneur. C'est pas juste, genre, lui dire merci pour sa main, pour ce qu'il a accompli dans ta vie, mais lui dire merci tout simplement pour qui il est. Et je t'assure que les merci qui viennent du cœur, ça renforce les liens. Ça renforce le lien de l'attachement et ça te permet de connecter, d'arriver jusqu'à la connexion profonde. Quatrième quatrièmement, tu dois pratiquer l'encouragement,
OK? Tu pousses ton partenaire, pardon, à être la meilleure version de lui-même, sans forcer, sans pression, juste du soutien. Tu le soutiens. Tu veux pas le changer, tu veux juste le soutenir afin de manifester la meilleure version de lui-même. C'est super important. La différence parfois peut être subtile, mais c'est super important. Cinquièmement, tu pratiques le partage. La vie à 2, c'est pas une compétition, c'est une coopération. Alors au lieu d'être en charge tout le temps, et je dis ça parce que moi-même parfois ça a été difficile, ça au début en tout cas ça a été difficile. Quand on a l'habitude pardon d'être une femme qui se gère, faire de la place pour l'autre, même dans certaines tâches, parfois c'est pas si simple que ça. OK? Mais l'idée, c'est que la vie à 2, c'est le partage, c'est la coopération. Donc, partage les tâches. Des petites choses que même si tu sais le faire, tu lui dis: «Est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît?» Moi, je suis devenue vraiment comme championne dans cet exercice-là. Partage les tâches, partage les plaisirs et partage aussi les peines. Et en dernier, pardon, mets-toi en mode apprentissage total, OK? Tu reconnais que ton partenaire évolue, OK, qu'il change, donc reste curieuse au fur et à mesure des saisons, au fur et à mesure des changements. Reste curieuse de savoir qui il devient. Et ça, c'est quelque chose que souvent dans les couples qui ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, on a l'impression que tout va bien, qu'ils sont heureux, mais quand on regarde, parfois, il y a un manque de curiosité sur, voilà, dans cette saison, qui je veux devenir. OK? Il faut rester curieuse de ce que ton chéri, de ce que ton ami, peu importe si tu appliques ça dans quel cadre, de savoir ce qu'il devient ou ce qu'il veut devenir ou ses aspirations, en fait, ses aspirations, quel que soit l'âge qu'il a. Et ça, c'est le respect. Voir l'autre dans toute sa complexité et décider de l'aimer encore plus. Donc tu l'as compris, le respect, c'est une pratique quotidienne. C'est choisir chaque jour de voir et de traiter ton partenaire comme tu te traites toi-même ou comme tu aimerais même qu'on te traite. Et crois-moi, quand le respect est là, l'épanouissement n'est pas loin, l'amour n'est jamais loin, l'épanouissement n'est pas loin. Vraiment, c'est comme vous vous mettez en mode ça va marcher, OK? Donc on a vu 3 piliers essentiels. On a vu la communication efficace, on a vu, la confiance, le fait d'apprendre à être une personne de confiance et le fait d'apprendre à faire confiance aux autres. On a vu la question du respect. Maintenant, je vais vous partager un peu plus rapidement parce que le temps file, heu 4 autres piliers, non, 5 autres piliers de la préparation du mariage. Le premier, c'est le soutien émotionnel. Ça veut dire quoi concrètement? C'est que vous devez apprendre à être une safe place pour les autres. Vous devez apprendre à être un lieu de repos pour les autres et à être véritablement présente pour les autres. Ça veut dire que concrètement, votre présence et je dis souvent, c'est que ce qu'on retient de vous va pas être juste comme ce que vous avez dit, mais la manière dont on s'est senti dans votre présence. C'est-à-dire que votre présence, votre manière d'être présente pour vous, pour les autres, pardon, doit être, j'ai envie de dire, heu, doit conduire l'autre à se sentir en sécurité et quand je parle de sécurité, je vous parle d'émotionnel, émotionnellement parlant notamment. Pas juste safe, physiquement, OK? Mais doit apporter aux autres une sécurité émotionnelle, un soutien émotionnel, OK? Les études notamment montrent clairement que quand on peut compter sur quelqu'un, quand on a l'impression, quand on a le sentiment qu'on peut compter sur le chéri pour nous écouter, nous comprendre, eh ben, vous savez quoi? Le niveau de stress diminue. Pourquoi? Parce qu'être entendu et soutenu nous donne le sentiment de ne pas être seul face à nos challenges et donc cela réduit la production d'hormones du stress comme le cortisol et favorise une sensation de paix et de sécurité intérieure, OK? Le soutien émotionnel là, apprendre à être une safe place pour les autres, ça prend du temps à travailler, mais c'est possible. Votre présence doit faire la différence. Je vous parle souvent
comme d'ajouter de la valeur à quelqu'un. Ça passe par le fait que votre présence doit faire en sorte que les autres se sentent en sécurité sur le plan émotionnel, OK? Le soutien émotionnel joue aussi un rôle dans la prévention de la dépression, OK? Se sentir comprise, aimée, acceptée de manière inconditionnelle renforce votre bien-être psychologique, OK? C'est juste comme les études qui le disent. Les études indiquent notamment que les personnes qui bénéficient d'un bon soutien émotionnel dans leurs relations amoureuses sont moins susceptibles de succomber à la dépression. Pourquoi? Parce qu'elles ont ce que je vous dis très, très souvent que vous devez avoir autour de vous, un système de soutien sur lequel s'appuyer lors des moments difficiles. Je vous le répète tout le temps, c'est super important d'avoir un système de soutien, OK? Ensuite, le soutien, émotionnel a un impact direct sur l'estime que vous avez de vous-même, l'estime de soi, OK? Pourquoi? Parce qu'il agit comme un miroir qui vous reflète tous les meilleurs jours. Souvent, le chéri vous voit, vous valorise, croit en vous, même plus que vous-même vous ne le faites, OK? Et cette reconnaissance positive renforce l'image que vous avez de vous-même et la confiance en vos propres capacités. Se sentir valorisé et digne, pas seulement aux yeux du chéri, mais dans notre propre perception, ça change beaucoup de choses dans la relation. Donc c'est quelque chose que vous devez aussi apprendre à faire pour l'autre, OK? C'est important, développer cette capacité-là, c'est important. Heu, J'avais encore à vous dire quelque chose, mais on va s'arrêter là pour ce qui est du soutien émotionnel. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'envoyer des mails, à me poser des questions sur ce que vous n'avez pas encore compris ou les points que vous aimeriez bien que je développe. Comme ça, on aura l'occasion de faire peut-être une partie 2 à, à ce live-là. On va partir sur le 5e point, la 5e habitude, la 5e attitude, le 5e trait de caractère à développer, c'est celui de l'engagement. Vous devez apprendre à vous engager et à vous impliquer dans les relations, OK? La plupart des femmes avec qui je parle, qui sont encore célibataires tout du moins, il y a une chose que je dénote dans leur manière, dans la dynamique de relation, c'est qu'elles sont dans l'évitement. C'est qu'elles sont dans l'évitement. Elles ont comme une espèce de peur de s'engager, OK? Il n'y a pas que chez les hommes que ça existe, il y a aussi chez les femmes et donc du coup, elles ont du mal à s'impliquer dans la relation, à s'engager sincèrement dans la relation et elles ont même du mal parfois à accepter l'implication, du chéri, l'engagement du chéri. C'est comme si non, s'il s'engage, s'il s'implique autant là, c'est qu'il y a anguille sous roche. OK? Et donc du coup, ça amène vraiment à fragiliser le lien, l'attachement qui peut exister entre 2 personnes. Et quand je parle de vous impliquer, de vous engager dans la relation, c'est pas vous engager à corps perdu, vous devez le faire, apprendre à le faire, tout en gardant votre cœur. Je vous ai dit, pour celles qui étaient là lors du dernier challenge, rappelez-vous du schéma entre l'attraction, la chimie, l'attachement et la connexion profonde. OK? L'engagement, le fait de vous engager et vous impliquer dans la relation vous permet de travailler à l'attachement et vous emmène vers la connexion profonde, OK? L'engagement, c'est pas juste dire: «Oui, je le veux le jour du mariage». C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Mais c'est le choix quotidien de votre partenaire. C'est-à-dire, jour après jour, vous choisissez de l'aimer, vous choisissez de rester avec lui, vous décidez de le choisir encore et encore, jour après jour, même quand il y a des orages. Même quand il y a des orages. Les chercheurs disent que l'engagement, c'est le prédicteur clé du succès d'un mariage. Si on peut arriver à, comment dire? À analyser, à évaluer, voilà, le taux d'engagement dans une relation. On peut dire à coup sûr si la relation est prête pour le mariage, s'ils se marient en l'état, si le mariage va fonctionner ou pas, je vous assure. Quand on s'engage, on se dit qu'on est dans le même bateau, peu importe la tempête. Quand il y a pas engagement,
on aura tendance à fuir pendant la tempête, OK? L'engagement, le fait, de s'engager et le fait de pouvoir, le fait que la personne soit engagée, donc je parle vraiment de l'engagement mutuel. Qu'est-ce que ça construit? Ça construit le sentiment de sécurité, OK? Qui fait que, comme je vous le dis souvent, si je devais faire le même choix, je le referais sans hésiter. Même si certains me disaient au départ que: «Ouais, c'est pas la bonne personne pour ci, pour ça. Ouais, je te connais, je te vois pas avec lui». Je vous assure que j'ai fait le bon choix pour la personne que j'étais avant, la personne que je suis aujourd'hui et la personne que je serai demain. Et je vous assure que je fais le même choix. Toujours, toujours, chaque jour qui se lève, je décide qu'il est le bon choix pour moi et que je suis le bon choix pour lui. OK? Bon, ça, on aura l'occasion d'en parler. Mais, d'une manière générale, l'engagement, c'est la promesse tacite ou explicite de 2 personnes de rester ensemble, de travailler sur la relation, quelles que soient les circonstances. Ce n'est pas seulement se promettre fidélité, c'est se promettre que je vais travailler sur moi-même, afin que notre relation soit meilleure, OK? Je vais travailler sur notre relation ensemble aussi pour ramener notre relation dans une nouvelle dimension. Je vous dis souvent que dans un couple, il y a 3 relations. Il y a la relation que vous avez avec vous-même slash Dieu, la relation que le chéri a avec lui-même slash Dieu et la relation que vous avez tous ensemble, OK? Et l'engagement, c'est la promesse de travailler à chacune de ces relations pour que votre relation ensemble aille à un autre niveau, à une autre dimension, OK? Et ça, c'est quel que soit ce qui se passe, quels que soient les conflits, quels que soient les désaccords, puisque c'est les désaccords sont inévitables dans une relation, OK? Mais quand il y a engagement mutuel, monsieur, madame sont plus enclins à les aborder de manière constructive, en cherchant une solution plutôt qu'en s'éloignant l'un de l'autre. En général, c'est comme si ils voient les défis comme des opportunités de renforcer leur relation plutôt que comme des menaces sur leur union, OK? L'engagement est lié à un investissement émotionnel profond. C'est pour ça que je dis que ça fait passer l'attachement à la connexion profonde. On passe de l'attachement pour aller dans la connexion profonde, notamment à partir de l'engagement, OK? Les personnes les couples qui sont engagés mutuellement, l'un envers l'autre, sont beaucoup plus susceptibles de faire des sacrifices pour le bien de la relation et de mettre de côté leurs propres besoins immédiats pour répondre à ceux de l'autre ou pour atteindre des objectifs communs. C'est ce que l'on appelle communément la mort à soi. J'en suis sûre que vous avez entendu ça très souvent. La mort à soi, c'est un peu le corrélatif de l'engagement mutuel. OK? C'est super important. Mais d'une manière générale, c'est important de développer ce trait de caractère, de développer cette habitude-là, d'être des personnes qui s'engagent, qui s'impliquent. Bien sûr, vous le faites pas comme ça du jour au lendemain, OK? Vous le faites en gardant votre cœur, mais c'est vraiment le socle qui vous emmène à pouvoir connecter de manière plus profonde avec quelqu'un, OK? L'engagement, c'est pas juste dans les grandes déclarations ou dans les moments critiques, c'est des actions quotidiennes. C'est des actions quotidiennes. Donc vous devez être dans l'action de manière intentionnellement et de manière quotidienne, OK? C'est des petites attentions, des gestes d'affection et c'est une véritable présence constante. C'est pas juste: «Je suis physiquement présente», mais je suis présente physiquement, je suis présente spirituellement, je suis présente émotionnellement. OK? So on a fini sur ce point-là. Le sixième point, la sixième habitude ou la sixième attitude, trait de caractère, je vais plutôt parler d'habitude ici. C'est vraiment important. Je ne vais pas rentrer en détail, je pense qu'on aura une session particulière sur ça, mais c'est savoir se préparer à l'intimité. C'est savoir être à l'aise dans des situations d'intimité et apprendre à connecter physiquement avec l'autre même dans une relation d'abstinence, OK?
même dans une relation d'abstinence. Parce que je suis pas en train de vous dire là d'aller avoir des relations sexuelles hors mariage. Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, pour ceux qui sont mariés ici, vous savez que l'intimité, c'est bien plus que les rapports sexuels, OK? L'alchimie et la proximité physique, donc dans les débuts de la relation, alimentent votre relation, alimentent la relation. C'est pas aller coucher, mais c'est être consciente qu'il se passe quelque chose sur le plan physique, OK? C'est se sentir vivante, c'est se sentir désirée et se sentir connectée sur le plan physique avec quelqu'un, OK? C'est pas juste le sexe, comme je vous dis. Ce sont des gestes, des attentions qui expriment l'amour et l'affection. Ce sont des regards qui disent: «Tu comptes pour moi». Ces actions-là renforcent le lien émotionnel entre vous et le chéri, même en cas d'abstinence, OK? J'ai envie de dire surtout en cas d'abstinence. Il ne faut pas négliger la connexion physique, OK? Les recherches sur l'intimité physique montrent que c'est un indice du bonheur conjugal. L'intimité construit un lien entre le cœur, ce qu'on ressent à l'intérieur, et le corps, OK? Et c'est le lien et c'est ce lien-là qui notamment est à l'origine de la confiance, OK? À l'origine de la confiance, ce lien qui vous permet d'être vulnérable, d'accepter de vous montrer vulnérable, bref, qui vous fait aller, sortir, j'ai envie de dire, de l'alchimie pour entrer notamment dans l'attachement, OK? Et bien plus encore. Si tu négliges l'intimité, ça veut dire que tu laisses ce lien se détériorer et je t'assure que tu ne veux pas ça. Le toucher physique est un moyen de communication non verbale qui peut exprimer la confiance et la sécurité et bien sûr en renforcer la connexion émotionnelle. Et l'attraction dans la relation peut contribuer à un sentiment général de bonheur et de satisfaction. Mais attention, comme je vous l'ai dit la dernière fois, l'attraction et l'alchimie ne sont pas suffisants pour vous assurer du bonheur conjugal lorsque vous soyez mariés. Donc, tu ne dois pas baser ta décision sur ça, mais tu ne dois pas négliger ce point-là pour emmener ta relation autrement, enfin, dans une autre dimension, OK? Pour passer justement de l'attraction ou de l'alchimie à l'attachement et à la connexion profonde. La connexion physique, même si elle est essentielle au bonheur conjugal, car elle renforce le lien émotionnel et crée une connexion profonde entre les partenaires, ne reste un indicateur de la force de relation et un véhicule pour exprimer l'amour et l'affection. Comme je vous dis, je reviendrai plus en profondeur sur ce sujet dans un autre live, OK? L'avant-dernier point, il y a pas mal de choses, je vais aller très rapidement. L'avant-dernier point, l'avant-dernière habitude que vous devez, cultiver dès maintenant, c'est la flexibilité et la résilience. Pourquoi? Parce que la vie, c'est le changement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais pas la même personne hier ou il y a 20 ans quand j'ai rencontré mon mari que je suis aujourd'hui. OK? Je suis pas la même personne. Donc la la flexibilité, l'adaptabilité, j'ai envie de dire et la résilience, c'est votre capacité, j'ai envie de dire, à danser sous la pluie, plutôt qu'attendre que l'orage passe. À faire face au changement, à apporter une réponse appropriée au changement. Les couples qui durent sont ceux qui savent pivoter, OK? Même quand il y a des coups durs, même quand il y a les rêves qui meurent, les objectifs ne sont pas atteints, peu importe, les couples qui durent sont ceux qui savent s'adapter et pivoter, OK? C'est genre, de manière simple, c'est savoir que tu peux compter sur ton chéri pour réinventer la vie avec toi. OK? C'est la capacité à pouvoir se réinventer ensemble, à créer de nouveaux rêves, notamment quand les anciens s'effondrent ou quand les rêves sont accomplis. Parce que je vous assure que quand vous arrivez à atteindre un objectif ou une limite haute, si vous ne faites pas attention et si, vous ne changez pas, si vous n'êtes pas flexible, les choses vont commencer à s'étioler. Je vous assure, les choses vont commencer à s'étioler, d'accord? Le lien va commencer à s'étioler. Les couples qui font preuve de flexibilité sont capables de s'ajuster et d'ajuster notamment leurs attentes et leur comportement pour s'aligner avec la réalité changeante.
ils sont résilients, OK? Je vais passer très rapidement. Le dernier point, c'est que là, dans votre présent maintenant, que vous soyez en couple, pas en couple, célibataire, peu importe, vous devez développer, construire, bâtir une vision de ce que vos euros, l'argent, doit vous permettre d'accomplir. Le 8e point qui est essentiel, c'est avoir développé une gestion de vos finances, OK? C'est le nerf de la guerre. On dit souvent que l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais c'est souvent le champ de mine des relations, OK? Même si ça ne doit pas l'être. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de tensions, beaucoup de stress, beaucoup de couples qui s'étouffent et qui meurent à cause des questions d'argent et de gestion financière. C'est pas juste, quand on se rencontre, parler de: «OK, qui va payer quoi? Qui paye les factures?» Non, c'est partager des objectifs et c'est se mettre en accord sur ce que vos euros doivent vous permettre d'accomplir. Je développe ça beaucoup plus dans le club des merveilleuses, mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment le temps d'entrer dedans. OK? C'est aussi être transparente sur les dettes, les économies et travailler ensemble vers la sécurité financière. Mais pour travailler ensemble vers la sécurité financière, tu dois d'abord avoir aujourd'hui une vision de pour toi, la sécurité financière, c'est quoi? Et à la limite, un plan de comment tu y vas. Comment tu y vas, OK? C'est une chose qui fait que quand tu vas rencontrer la bonne personne, les cases vont s'emboîter, en fait. Les cases vont s'emboîter. Mais les études sont unanimes pour dire que la sécurité financière, pardon, la santé financière est liée à la satisfaction dans le mariage. Et comme je te disais tout à l'heure, les dettes peuvent étouffer l'amour beaucoup plus vite que tu ne le penses, OK? Donc il faut que tu aies un plan financier solide et stable. Je vais m'arrêter là sur ce point-là, parce que je voulais voir avec vous un dernier point et c'est le 9e point, j'ai envie de dire. J'ai parlé de 8 habitudes, 8 traits de caractère, 8 attitudes que vous devez avoir et le dernier point, j'ai envie de dire que c'est un point bonus qui est tout aussi important, c'est que vous devez avoir l'habitude de vous évaluer, de vous auto-évaluer. Et vous devez le faire, j'ai envie de dire, que vous soyez là, maintenant célibataire, ou que vous soyez en couple et que vous aspirez à vous marier avec la personne, ou que vous êtes déjà marié et que vous rencontrez des difficultés. Ce qu'on a vu aujourd'hui constitue aussi les 8 piliers pour, développer une relation saine et développer une relation prête pour le mariage. OK? Donc vous devez avoir l'habitude d'évaluer les différents piliers, d'évaluer où vous en êtes par rapport à tel ou tel pilier et de vous ajuster si nécessaire. Donc là, j'en viens à ce que j'avais pour vous aujourd'hui, un bonus ou une petite surprise. J'ai conçu un outil d'auto-évaluation pour vous aider à examiner justement votre maturité relationnelle et vous aider dans votre préparation à la vie conjugale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rendre ce document disponible par mail. Donc si vous êtes déjà dans notre base de mail, super, vous le recevrez certainement, peut-être demain ou vendredi avec la rediffusion de ce live, avec le lien de la rediffusion de ce live. Sinon, si vous me suivez, simplement juste sur Instagram, envoyez-moi, un DM en me disant justement que vous voulez l'outil d'auto-évaluation et je vous enverrai le lien vers le formulaire. So les filles, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Merci d'être restées jusqu'à la fin malgré les problèmes de connexion. Ma question pour vous aujourd'hui, c'est: est-ce que vous avez des questions? Dites-moi tout les filles, est-ce que vous avez des questions? OK. S'il y a pas de questions, c'est que tout a été, plus ou moins nickel, bien compris et que je vais pouvoir me déconnecter. S'il y a des questions, je prendrai bien sûr le temps de répondre aux questions et bien sûr, même si les questions vous viennent après, pendant que vous regardez le replay, Hem, envoyez un mail. j'ai une Oui, question. Cynthia. Oui, bonsoir à tous. Ouais.
Je suis tellement navrée d'être arrivée en retard. C'est pas C'est pas possible. grave, on a eu en plus des Non, problèmes de connexion, donc il y a pas de moi souci. j'ai raté beaucoup de choses. C'est ça qui me, je sais même pas c'est quoi le titre de la session, tu vois. Et je sais que vous avez parlé de communication, d'être une personne de confiance. J'étais pas là, mais pendant que je prenais des notes, j'ai mis ma question, je la retrouve très rapidement parce que j'ai mis comment faire dessus. Ok, tu disais le soutien émotionnel, ça va être une safe place pour les autres. Et je demandais en fait comment faire, parce que du coup tu as parlé du fait que la présence doit conduire l'autre à être en sécurité. Mais est-ce que tu as des tips pour, est-ce que c'est dans le ton de la voix? Est-ce que c'est dans la manière d'accueillir? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce C'est que ça se le ton de construit? la voix compte, les gestes, les regards, tout ça, ça compte. C'est vraiment bon, sincèrement, je peux pas ça prendrait peut-être au moins 1 heure, voire 2 heures pour que je puisse vous Ok. partager un peu, en tout cas moi, comment j'ai fait, pour arriver à ça. Mais souvent ce que j'ai envie de dire, souvent ce que je dis, c'est que ce qui contribue, à devenir une safe place, c'est être d'abord en paix soi-même, tu vois? Arriver à c'est un peu comme quand tu dégages la paix, tu arrives à transmettre ça aux autres personnes, OK? Quand tu prends l'habitude de t'écouter toi-même, par exemple, prends l'habitude d'écouter ton corps, d'écouter même ce que tu dis et je j'ai quand même pas mal développé, cette aptitude, je vais dire ça comme ça, dans la présence de Dieu, OK? Apprécier le silence, apprécier l'écoute, tout ça là, c'est beaucoup de choses que j'ai développées aussi dans la présence de Dieu. Mais quand tu arrives à le développer notamment pour toi-même, tu arrives aussi à le faire avec les autres. C'est aussi dans ta manière de communiquer, bien sûr, dans ta manière d'être présente dans le moment présent pour l'autre, OK? Parce que souvent, on a l'impression d'être présente. On est présente physiquement, oui, mais on n'est pas forcément présente émotionnellement et pas forcément présente spirituellement, OK? Donc pour pouvoir être une safe place, faut prendre l'habitude d'être présente à la fois physiquement, émotionnellement et spirituellement. Je si c'est une question qui vous taraude beaucoup, je prendrai le temps peut-être de faire une session particulière là-dessus. Prendre une session particulière là-dessus, mais c'est vraiment comme Hem, la capacité à faire de sa maison, OK, la femme sage bâtit sa maison. La première maison qu'elle bâtit, c'est elle-même, OK. Faire de sa maison un lieu de repos, un lieu de paix, OK. Donc quand, par exemple, tu es quelqu'un qui a beaucoup de batailles intérieures, tu auras du mal à être un lieu de paix pour quelqu'un d'autre parce que toi-même intérieurement, tu n'es pas dans la paix. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, Cynthia, ou pas? Oui, oui. Est-ce que c'est un peu plus clair? Je peux pas trop développer parce que franchement, ça me prendrait 1 heure, voire 2 heures pour ça. Mais c'est la base, ta paix intérieure. Ta paix intérieure permet d'être à l'écoute du langage corporel, du langage parlé. Ta paix intérieure te permet de connecter beaucoup plus facilement avec les émotions de l'autre personne, sans jugement, sans rien. Tu vois ce que je veux dire? Yes. Ok. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Cynthia? Oui, oui. Oui, oui, Super, oui. merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? S'il n'y a pas d'autres questions, les filles, on va se laisser là et on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de Parlons Relations. Je suis en train de travailler un live où je vais vous parler de la foi qui vous permet en tout cas, pas de déplacer les montagnes, OK, mais tout du moins d'attirer à vous ce que vous souhaitez. Donc ça sera peut-être la semaine prochaine. La semaine prochaine, on aura un autre sujet, mais ça sera toujours, à parler relations, parler mariage et préparation au mariage. Sur ce, les filles, je vous laisse. Je vous envoie par la grâce de Dieu le mail demain avec le questionnaire d'auto-évaluation. D'ailleurs, dans les questions, vous pourrez évaluer notamment votre capacité à être un soutien émotionnel pour les autres. Donc, ça va peut-être vous donner des pistes. Et si vous avez des questions pour savoir comment travailler aux piliers ou aux habitudes que vous avez du mal à mettre en place dans votre vie, je vous donnerai aussi l'opportunité de pouvoir me contacter en privé pour qu'on puisse parler de votre
cas particulier, je vais dire ça comme ça, en tout cas d'avoir une conversation beaucoup plus personnalisée. Les filles, je vous laisse, je vais m'occuper de mes enfants maintenant et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.